c'est ni un GR ni un PR, c'est un GRP. Bon, bref. Bon, petite rando FAQ numéro 5, matinale, in the forest. Il n'y a personne à part des coureurs. Alors c'était les cyclistes la dernière fois, maintenant c'est les coureurs. Non mais c'est bien, hein, c'est bien. Pétez-vous les articulations, allez-y. Non mais c'est très bien de faire du sport, franchement. Aujourd'hui, l'acolyte Laurent n'est pas là. Il n'est point là car il est en vacances dans les États baltes. Connaissez-vous? Je vous mettrai la carte. Donc il est en vacances. Donc il fout vraiment rien à la S. Donc du coup, rando FAQ toute seule. J'ai pas résisté à l'envie de commencer à lire vos questions. J'avoue, j'ai ramené la boîte à la maison. Je me suis dit allez vas-y. Oh, quelques-unes. Donc je me promène dans la forêt de Montmorency, qui est juste à côté de chez moi. L'une des 3 forêts domaniales du Val d'Oise, maintenant vous commencez à le savoir. Je ne sais absolument pas où je vais. Bon, je m'en fiche à moitié en fait, donc j'ai profité de cette promenade qui se finira peut-être en pique-nique, bon je sais pas, j'ai prévu de quoi, pour répondre à vos questions que je n'ai pas lues, donc ça se trouve je vais dire n'importe quoi. J'ai très envie d'aller par là, c'est pas vraiment un sentier balisé, mais ça me fait bien envie, j'en ai marre d'être sur le chemin. Allez, j'y vais. J'ai marché à travers les bois, complètement à l'arrache. Ouais, c'est plus un sentier... Attendez, je vous montre. Ça, c'est pas vraiment des sentiers officiels, c'est plutôt les cyclistes qui se font des petits délires et à force de passer aux mêmes endroits, bah, ça crée des sentiers. Voilà. Donc, bon. Moi, je vais... Oh, je suis encore vachement bien coiffée, c'est une cata. Bon, bref. Je vais passer à travers bois. Je vais même pas suivre les sentiers. Voilà. Et comme ça, je répondrai à vos questions au fur et à mesure. En marchant ou en me posant. Là, il est tôt. J'ai bien envie de me faire un café. Oh, c'est joli par là. J'ai bien envie de me faire un café. Peut-être que je vais me faire un café et répondre aux premières questions tranquille, posée. Voilà. J'ai encore mal au bras, c'est relou. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais en fait, les gars rigolent pas. Ils se sont carrément fait des constructions. Je sais pas si vous voyez. Ah, ils se sont fait des plateformes et tout avec des palettes. Bon, bon c'est pas très grave, mais c'est une forêt domaniale. Hein. Normalement, ils ont pas le droit de faire ça. Mais enfin, bon. Ouais, on va dire que c'est pas très grave. Bon, allez, je me suis trouvé un spot pas trop dégueu. Un peu en retrait des chemins, mais en fait, c'est une forêt où dès lors qu'on s'éloigne d'un chemin, on se rapproche d'un autre. Donc, j'entends qu'il y a des bruits derrière moi, mais on va dire que ça va. Et j'en profite pour répondre à une première question que j'ai tirée au sort, mais que je n'ai pas regardée. Donc, je la lis de suite. Pourquoi on est amoureux? Ah, elle est belle cette question, pourquoi on est amoureux? Alors, pourquoi on est amoureux? Bon, je vais parler en tant que prof de SVT, hein, je vais pas parler sur des aspects psychologiques, etc. Quoique, bon, souvent, ce qui va faire qu'on est déjà attiré par quelqu'un, ce qui ne veut pas dire tomber amoureux, hein, ce qui va faire qu'on est attiré par quelqu'un, c'est souvent son spectre de phéromones, c'est-à-dire des molécules odorantes qui nous, directement, enfin que nous, on n'a pas le sentiment, la conscience de sentir et qui pourtant ont des effets sur nous. Voilà, c'est des molécules volatiles que chacun dégage une signature en phéromones différente, ce qui explique que parfois on puisse avoir le sentiment d'être extrêmement attiré par quelqu'un qui pourtant sur le papier ne correspondait pas à nos standards physiques. Ça, c'est ce qui est le spectre de phéromones. Après, ça suffit pas. Parce qu'on peut être très attiré par quelqu'un, j'ai déjà mal au bras, vive le sport. On peut être très attiré par quelqu'un et pour autant ne pas lier d'affinité avec lui et puis bon bah ça s'arrête là quoi. Voilà. Ce qui va créer l'attachement, le vrai sentiment amoureux envers quelqu'un,
c'est une combinaison de 2 hormones au moins, en réalité il y en a d'autres. C'est la libération d'ocytocine et de dopamine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, vraiment. C'est une hormone qui est notamment libérée par les mamans quand elles allaitent. Entre autres, il y en a d'autres, il y a la prolactine, etc. Mais ça fait partie des hormones qui lient la mère au bébé, vous voyez. Et ben, quand on commence à tomber amoureux de quelqu'un, c'est-à-dire quand on le fréquente un petit peu, régulièrement, etc., et puis qu'on commence à avoir le béguin, on sécrète de l'ocytocine, qui est typiquement l'hormone de l'attachement. Ça joue sur 12 aires cérébrales différentes, voilà. Et il y a une deuxième hormone qui joue sur ces 12 aires cérébrales qui sont liées au sentiment amoureux. Donc c'est la dopamine, et ça c'est vraiment l'hormone du plaisir, c'est ce qui fait se sentir voilà, comme sur un nuage, avec des petites ailes, les papillons dans le ventre, etc. Donc c'est vraiment les 2 hormones qui peuvent expliquer qu'on tombe amoureux. Après, il y a des études qui montrent que si ce premier sentiment hormonal n'est pas entretenu par des relations régulières, voilà, une construction sociale avec la personne dont on tombe amoureux, le sentiment amoureux finit par s'effondrer parce que tout n'est pas que question d'hormones. Alors après, pourquoi on choisit telle ou telle personne, pourquoi on est attiré par tel ou tel caractère, ça va dépendre de notre histoire personnelle, ça va dépendre de ce qu'on a connu ou ce qu'on n'a pas connu et justement qui nous attire. Bon, c'est une sauce qui est beaucoup trop complexe pour que j'en parle ici en FAQ. Voilà. Et alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avaient remarqué, mais dans la nuque, j'ai une molécule de dopamine tatouée. Voilà. Je m'appuie dessus et puis boum, je me sens mieux. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient ce que c'était que ce tatouage que j'avais dans la nuque, c'est la fameuse molécule de dopamine. Bon, alors en fait je repars, parce que d'une, j'ai pas envie de boire de café. Je vais attendre un peu, j'ai envie de marcher. Et puis, je sais pas, le spot me parlait pas trop, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup, je repars. Je suis toujours hors sentier, parce que c'est quand même vachement plus drôle. Méfiez-vous en ce moment... avec la chaleur, la pluie, etc., il y a des tiques. Donc, c'est pas grave, hein, mais n'hésitez pas à quand vous allez en forêt ou en nature ou dans les hautes herbes, à ensuite checker si vous n'avez pas ramené des petites copines avec vous, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, encore une fois, c'est pas dramatique. On pourrait parler de la maladie de Lyme, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'en parler maintenant? Je ne suis pas sûre. Donc j'avance encore un peu et prochaine question. Bon, là, je vais pas pouvoir m'énerver contre le marquage, ça c'est complètement ma faute. Je n'ai suivi aucune trace. Donc bon, je me balade dans la pampa, hors sentier, et c'est pas toujours évident. Mais c'est tellement bien. J'ai l'impression d'être un sanglier. Bon, je continue, j'essaye de retrouver le chemin quand même. Bon, j'ai retrouvé le chemin, c'était même pas drôle. Alors comment on fait pour retrouver un chemin ? Les animaux sauvages ont ce bon goût de ne pas spécialement utiliser nos chemins, parce que déjà ils puent notre odeur, donc ils aiment pas trop, ils se frayent leur propre passage dans les sous-bois, dans les forêts, etc. Et donc une bonne technique pour retrouver la route, c'est de suivre les chemins des animaux. Alors ils sont moins visibles que les chemins des humains, mais quand même on les décèle, c'est assez logique en fait. Oui, ils sont logiques. Entre le dénivelé, etc. et puis... le fait que... Oui, je suis dans une montée, donc ça y est, j'en peux plus. Le fait que les herbes soient écrasées et tout, ça vous donne des indications sur le chemin à prendre. C'est comme ça qu'en un temps record, j'ai retrouvé le chemin. Je suis à un carrefour. C'est ça à chaque fois. C'est comme dans ma vie, quoi. Quel chemin emprunter? Voilà. Ah tiens, je vais vous faire une petite... Ah ouais, attendez. Alors, dans certaines forêts, pas toutes, hein, mais dans les forêts domaniales, vous avez des sortes de numéros comme ça, sur les arbres. Et au niveau des carrefours, ce sont des numéros de parcelles. Ça veut dire que, vous voyez, il y a un chemin là, et un chemin qui part là. Ça veut dire que cette parcelle-là, c'est la parcelle 114. Et sur les cartes, on voit les numéros de parcelles. Alors, avec un peu de chance, on va avoir un autre numéro de parcelle. Et non.
Là, c'est bah tu te débrouilles quoi. Tu sais que là il y a la 114 et puis après, bah, trouve ton chemin quoi. Alors moi, j'ai envie d'aller par là. Voilà. Donc je vais par là quoi. En fait, m'en fous, personne m'attend. Ouais, bon, moyen choix. Ça, je sais pas si vous voyez, c'est une descente de la mort, puis une remontée de la mort. Bon, c'est bien, ça décrasse. Alors, on y va. Je vais peut-être pas faire la question dans la montée de la mort. Je décède dans la montée et je fais la question après. J'ai failli mourir dans la montée. Non pas à cause de la montée, parce que j'ai failli me bouffer un cycliste. Lancé à pleine vitesse, il m'avait pas vu. J'ai dû sauter sur le côté. Bon bref, suite de cette aventure, je vais à droite pour une fois. C'est pas mon genre, mais enfin bon. Alors, deuxième question. Pourquoi les montagnes sont blanches et bleues? Bleues, on est sûr? Alors, pourquoi les montagnes sont blanches? Bon, je crois que je comprends. Bon, bah, bien souvent, effectivement, enfin, bien souvent, non. Certaines montagnes sont effectivement blanches parce que recouvertes de neige, de glace, enfin bon. Mais ça, c'est pour les hautes montagnes. C'est loin d'être le cas de toutes les montagnes. Alors bon, passer une certaine altitude, quel que soit l'endroit où vous alliez, en général, il finit par se déposer une couche de neige. Alors les neiges qui ne fondent jamais, quelle que soit la saison, c'est ce qu'on appelle les neiges éternelles. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, c'est marrant, il y en a de moins en moins. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Hashtag bravo l'humain. Mais, toutes les montagnes ne sont pas blanches. Et, c'était pas vraiment la question, mais je le dis quand même, hein, si vous me connaissez. Anecdote, il existe une montagne très célèbre qui s'appelle la montagne des 7 couleurs. Alors bon, c'est évidemment pas son nom d'origine. Il me semble qu'elle est à Cusco, au Pérou, un truc comme ça. Alors je vous mettrai son vrai nom. Puis alors comme je parle pas un broc d'espagnol, autant vous dire que je vais pas le prononcer parce que ça va être une cagade. Et donc cette montagne n'est pas blanche du tout, mais elle est multicolore parce qu'en fait il y a plein de dépôts sédimentaires dans cette montagne qui sont riches en différents éléments chimiques. Il y a le rouge, c'est les oxydes de fer. Le vert, c'est quoi? Non, le soufre, c'est tout ce qui est jaune. La couleur verte, je ne me souviens plus à quoi elle est due. Magnésium, je sais plus. Enfin bon, bref. Donc vous avez plein comme ça de concrétions minérales et métalliques qui lui donnent des couleurs. Donc enfin, un feuilletage multicolore, c'est magnifique. Alors bon, les images qu'on voit sur internet sont souvent un petit peu saturées en couleurs, un petit peu trafiquées. Mais quand même, ça fait d'elle une montagne non blanche, mais tout à fait magnifique. Voilà pour la réponse. Je continue mon chemin. Il n'y a absolument personne à part des cyclistes fous. Enfin ça va, j'en ai croisé qu'un, donc c'est pas non plus le drame. Je continue. Purée, j'ai failli pas le voir celui-là. J'ai failli marcher dedans comme une teuteux. Une énorme mare au milieu. Oui, il y en a un peu plus ces derniers jours si vous étiez pas au courant. Donc du coup, je vais passer par le chemin de côté. Le voilà. Pour éviter de me ramasser comme un vieux bulot dans la mare. Je continue un peu. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai pas pris ma montre. C'est freestyle, hein, l'histoire. Un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Toujours personne à l'horizon. Étonnant. Il faut que je me concentre parce que il y a des mini-mares de boue un peu partout. Je suis bien foutue de me faire une cheville là-dedans. J'avoue, j'ai tenté de tricher pour savoir où j'étais avec Géoportail. Et bien fait pour moi, il n'y a pas de réseau. donc là, je suis partie la fleur au fusil, me demandant absolument pas où j'étais. Il va juste falloir que je trouve des numéros de parcelles. Ah bah tiens, parcelle 115, très bien. Ah c'est peut-être l'occasion de faire une démonstration. Donc je ne sais absolument pas où je suis, mais je sais que je suis entre la parcelle 114 et la parcelle 115. Donc je vais sortir ma carte,
Et je vais vous montrer comment qu'on fait. Non, pour vous montrer que je mens pas. Donc ici, parcelle 114, il y a un chemin là. Il y a un chemin de séparation ici. Et ici, parcelle 115. Donc ça va être relativement easy de savoir où on est. Et voilà. Bon, je me suis assise comme une pauvresse au milieu des chemins. Genre, venez me chercher, je suis perdue. Donc en attendant que le café chauffe, je vais sortir ma carte. Alors c'est une carte IGN, ouais, c'est une carte IGN, mais au 20 millième, ce qui n'est pas un format classique. D'habitude c'est au 25 millième. Donc là, 1 cm vaut 200 mètres, alors qu'au 25 millième, 1 cm vaut 250 mètres. Bon, la nuance est faible, on est d'accord. Alors regardons ensemble cette carte. Alors voilà la carte. Donc vous avez toute la forêt de Montmorency ici, avec un petit bout par là. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a des chiffres là. C'est les numéros de parcelles. Donc moi, j'ai dit que j'étais entre la 114 et la 115. Donc 114 est là, 115 est là. Donc j'ai longé la 114 comme ça. En fait, je suis là. Je suis en train de me faire un café ici. Donc, après, la question est de savoir si je redescends par là, qui est une zone de la forêt que je connais par cœur. Ouais, je vais peut-être plutôt m'amuser par là pour retourner tranquillement à la voiture. Là, il y a des tables de pique-nique, je pourrais aller manger là. Bon, bref. Le café chauffe. C'est pratique, ces petits réchauds. Voilà, donc vous voyez, enfin bon, après faut un tout petit peu savoir s'orienter, mais enfin, moi je savais que je venais de par là, j'ai foutu ma voiture, je sais plus où, dans un des parkings, et donc je suis, voilà, à l'intersection entre les deux parcelles. Voilà, cool, bah café, et puis je vais répondre à une autre question, tant qu'à faire. Je fais toujours des plans extrêmement avantageux. L'eau est chaude. Je me fais mon petit café. Parce que serait-on sans le café? Je vous le demande. Ah tiens, d'ailleurs, je vais utiliser ma super cuillère que m'a taillée, que m'a sculptée mon copain Aurélien. Et vous le connaissez, en tout cas les sixièmes, vous le connaissez, parce que il avait prêté sa voix à mon exercice sur les formes et les mouvements de la Terre. Je viens de foutre la moitié de mon café sur ma carte. Voilà. Donc vous avez au moins entendu sa voix, et ce garçon formidable sculpte du bois comme personne. Il m'a offert une cuillère. Et je m'en sers, Aurélien, tu vois, si jamais tu passes par là, tu sauras qu'elle ne me quitte plus. Bon, c'est passionnant tout ça, Marie. Bon, bah en fait, du coup, j'ai repris la caméra en main. Toujours croisé personne, il n'y a personne dans cette forêt. Hein. Incroyable, on est mercredi. Bon, ok, il est tôt, mais enfin quand même. Alors j'ai pris un papier et... Waouh! Alors là, c'est le festoche de la question, j'ai l'impression. Oh là là! Mendrika, ça c'est encore un coup de Mendrika. Ah là, vous y êtes pas allé de main morte. Hein. Bah allons-y, hein, puisqu'on y est. Tout en sirotant le café. Alors, est-ce que... Ah ça c'est... J'adore. Est-ce que vous aimez le métier de prof? À votre avis? Non, je déteste ce métier, c'est une horreur. J'ai horreur des gosses. Mais oui, hein, si je fais des vidéos dans la forêt pour mes élèves, c'est que, à mon avis, j'aime un peu ce métier. Non, j'adore ce métier. Trop chaud. Trop chaud, pas bon. J'adore ce métier. Je m'en lasse pas. Chaque jour est différent. Et parce que c'est un métier avec l'humain. Oui, on a un emploi du temps qui est fixe, etc. Mais vous savez bien vous-même que chaque heure de cours ne se ressemble pas et qu'il y a toujours des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Et un jour vous êtes fatigué, un jour ça va, un jour vous êtes enthousiaste, un jour vous n'avez pas envie. Et ben, il faut jongler avec tout ça. Et moi, j'adore. Et puis j'adore transmettre. Donc oui, j'adore ce métier. Qu'est-ce qui me tourne autour? Une cirf. Encore une cirf. C'est pas possible ça. Hein. Alors, avez-vous fait d'autres écoles? D'autres collèges, je suppose, enfin, mais d'autres écoles que Pablo Picasso? Oui, absolument. J'ai été ce qu'on appelle TZR, toute zone de remplacement. Voilà, j'étais en train de chercher ce que ça voulait dire. J'ai été remplaçante, en fait, avant d'avoir un poste fixe à Picasso. J'ai été remplaçante pendant 6 ans.
Donc j'ai eu le temps d'en faire des établissements très différents, d'autres collèges, des lycées. J'ai même travaillé dans un hôpital en tant que prof, hein, mais j'ai travaillé dans un hôpital une année. Et parfois je travaillais sur 3 établissements en même temps la même année. Donc ouais, j'en ai fait un paquet. Maintenant que je suis à Picasso, bah, j'y reste, sauf si on m'en dégage à grands coups de pied. Oh. Bref. Pourquoi j'ai l'impression qu'en physique, chimie et en sciences, on travaille la même chose? Eh ben parce que ce sont toutes les deux, la physique, chimie et la science, et la biologie, je veux dire, c'est toutes les deux des matières dites expérimentales. Donc en fait, on se retrouve sur plein de sujets. Le but de la chimie, c'est également d'expliquer des phénomènes naturels. Sauf que la petite différence, c'est que la chimie s'attaque au niveau moléculaire, voire atomique, là où la biologie s'attaque au niveau moléculaire, mais surtout au niveau cellulaire. Donc en fait, on n'est juste pas sur les mêmes échelles de taille, mais les protocoles sont strictement les mêmes, et l'un sert à l'autre, et l'autre sert à l'un. Les SVT, c'est quand même une bonne matière de rat. Nous, on pompe toutes les acquisitions des autres matières. Je suis pas sûre que la biologie serve beaucoup à la physique-chimie, mais nous, on pompe en physique-chimie, on pompe en maths, on pompe en techno éventuellement. Nous, on se sert de tout le travail des autres pour faire notre boulot à nous. C'est ça, les biologistes, c'est des gros rats. Et c'est une règle de base. Le leave no trace. Personne ne peut savoir que je suis passée par là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, ma caméra? Ça filme toujours. Oui, bon. Leave no trace. C'est un principe de bushcraft, trek, randonnée, qui consiste à ne pas laisser de traces de son passage. Voilà, histoire de pas... histoire de pas foutre en l'air le paysage, de pas perturber les animaux sauvages et tout. J'étais partie pour prendre un autre itinéraire et en fait ce chemin m'appelait parce que regardez. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer mais il m'a fait envie. Ouais, ça va, de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. Donc du coup, je longe, je suis entre la parcelle 114 et la parcelle 115 de Forêt de Montmorency, vous saurez tout. Dépêchez-vous, vous pouvez me rejoindre. Non, en vrai, non. Et c'est hyper joli et il y a personne. Et en fait, c'est un sentier. Ah oui, je vous ai pas montré les différents types de sentiers sur une carte. C'est comme ça que Laurent et moi, on s'est retrouvés dans un truc, il y avait plus la trace carrément. Moi, j'aime bien les sentiers pas vraiment empruntés, vous voyez. Donc là, c'est un peu le cas. Il y a des ronces, il y a des fougères, des roseaux. Oh, voilà, d'accord. Bon, je sens que je vais le regretter très vite. Voilà. Ah bah ça va être... Je voulais répondre à une question et puis en fait, je sens que ça va pas être pratique. Oh, allez, je le tente. Ouais, si, je le tente. Il y a vaguement des ronces, mais enfin, je vais avoir les chevilles pétées comme d'habitude. Ça changera pas grand-chose. Mon habitude. Alors, donc, question suivante. On me demande... Qu'est-ce qu'un séisme? Ah, bah oui, oui, pardon. C'est une question de... je pense, Mariamou, en 6e 4. Qu'est-ce qu'un séisme? Alors, on l'a vu quand même un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails parce que ça, traditionnellement, c'est plus au cycle 4 qu'on le voit. Donc, ce qu'on appelle un séisme... Ah, des fausses fraises. Attendez, faut que je vous montre ça. Bon, ça, on dirait des fraises, mais ça n'en est pas. Ce sont des fausses fraises. Alors, je vous mettrai le vrai nom. Bon, on peut s'en rendre compte parce qu'elles sont vraiment... Elles sont extrêmement rondes. Je veux dire, là, on peut pas se gourer. C'est rond de chez rond. Bon, bah ça, faut pas le manger. Bon, moi, je l'ai fait, évidemment, parce que je suis une tête brûlée. Y a rien à faire. On a beau me dire de pas essayer, j'essaye. Ce qui n'est pas une bonne idée. Bon, en vrai, on recrache assez vite parce que c'est un goût super amer. C'est pas bon du tout. Donc, on pourrait croire que c'est des fraises des bois, mais non, c'est des fausses fraises. Voilà. Bon, donc, ouais, tout ça pour ça. Non, mais c'est intéressant quand même. Bon. Je dis pas que des conneries. Parfois, je dis des choses qui peuvent servir. Donc ça, vous les bouffez pas. Donc, qu'est-ce qu'un séisme? Bah, ce qu'on appelle un séisme, donc c'est le terme scientifique pour dire tremblement de terre. C'est un ébranlement soudain des roches terrestres, c'est-à-dire de la croûte terrestre qu'on appelle la lithosphère, les roches dures. Lié au mouvement des plaques tectoniques. Voilà,
peut-être pas rentrer dans les détails, mais enfin grosso modo c'est un ébranlement soudain de ces roches, soit suite à une cassure, soit à cause d'une faille, c'est-à-dire une cassure qui était déjà existante, mais qui rejoue, c'est-à-dire que les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres, créent des contraintes, des pressions, et la pression est accumulée pendant un temps, et puis d'un coup, crac, ça se décale. Faut pas que je fasse ça avec mes doigts, dis donc. Bon bref, crac, ça se décale, et là ça libère toute l'énergie d'un coup sous forme d'ondes sismiques. Donc voilà ce qu'on appelle un séisme Mariamou. Ah, je viens de me ruiner les cuisses. Merci les ronces. C'est pas des blagues qu'il y a des aiguillons sur les ronces. Mais bon, on les aime bien parce que ça nous donne des murs. On va pas se plaindre. Oh purée, ah non mais c'est pas vrai, mais c'est une marotte, hein. C'est une marotte. C'est une marotte de foutre des arbres en travers de la route. Enfin, qui a eu cette bonne idée, hein? En vrai, regardez-moi ça. Il est magnifique cet arbre. Il s'est cassé la tronche. Je pense qu'il venait de là, initialement. Ah, regardez, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle de l'amadouvier. C'est un champignon de souche qui pousse en général sur les arbres morts. Et ça, quand c'est séché, c'est génial pour allumer un feu. Et ça a d'ailleurs donné son nom à tous les matériaux qui permettent d'allumer naturellement un feu dans la nature. Alors celui que j'utilise le plus moi, c'est l'écorce de bouleau. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça marche. Mais donc, oh purée! Je viens de voir une biche. Elle était mais à 2 mètres de moi. Elle est partie d'un coup. Oh purée! Oh c'est génial! Oh là là, c'est génial, j'ai vu que son cul, hein. Mais vous voyez pourquoi? Ah là là, j'aurais pas parlé, ça aurait été extraordinaire. Bon, elle se serait barrée quand même, mais elle était à 2 mètres de moi. Je suis dans une forêt à côté de la ville, hein. C'est pour ça qu'il faut aller en forêt, c'est pour ça qu'il faut aller dans la nature. Oh, j'ai pas pu vous la filmer, mais... Oh non, mais je suis toute émue. Non, mais moi, il m'en faut peu, hein, mais... J'adore. C'est le genre de moment que je vais chercher, moi, dehors. Allez-y, ça coûte rien, ça coûte zéro. Ça coûte zéro, c'est l'aventure, ça fait du bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental. J'ai vu un Bambi. Bon, elle a pas dû kiffer la rencontre avec moi. Elle a dû se dire, mais c'est qui cette tarée qui parle aux arbres? Encore, non mais même les animaux me prennent pour une folle, maintenant là, je suis foutue. Donc j'ai vu un Bambi. Je vais mettre 20 minutes à m'en remettre. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc oh purée. Donc l'amadou, ce champignon de souche, a donné son nom à tous les allumes-feu qu'on appelle des amadous en fait. Donc l'amadouvier, c'est le champignon, et on appelle ça des amadous dans le langage bivouac, bushcraft, vie dans la nature. Il y en a d'autres, hein. Il y a les fruits de clématite, enfin il y en a plein. Là, je m'arrête parce que en fait c'était... Bon, je regrette pas, hein, j'ai vu une biche, hein, mais là j'ai une côte qui m'attend, terrible. Allons-y, on va pas faire demi-tour, ça sert à rien. Hein. Donc c'est parti, je grimpe, je coupe hein, pour la montée parce que m'entendre cracher mes poumons, comment vous dire que c'est pas très intéressant. Vas-y, elle m'a tué la côte. Elle m'a éclaté. Personne me suit, non. Grosse parano. Il y a quelqu'un derrière moi. Bon bah du coup j'ai repris un petit chemin. Parce que clairement c'est pas sur les grands chemins qu'on risque de croiser des animaux sauvages. De toute façon, dans cette forêt on croise à peu près personne. Je suis très étonnée. Ça bouge de toutes parts. Mais c'était quoi là? Ouais non, je saurais pas. Ah bah parce que quand même ils savent se planquer, hein. Ça c'est clair. Ah, purée. Je m'en remets pas de cette côte, c'était la pire côte.
pire côte de ma vie et je sais toujours pas où je suis. Alors prenons une nouvelle question. Prenons une nouvelle question. Alors je suis désolée pour le cadrage. Ça va à nouveau être n'importe quoi. Et je constate que je n'ai presque plus de batterie. Donc cette vidéo, j'espère ne sera pas trop longue grâce à ça. Alors, est-ce qu'un jour... Oui, je me concentre. Oh, les ronces de partout. Est-ce qu'un jour, la pollution va s'arrêter? Oh, purée. Oh, purée. Bon, alors, je suis pas Madame Irma. Je peux pas vous dire. Si la pollution va s'arrêter... Alors, je suppose que l'idée, c'est la pollution humaine. Hein. Voilà, attendez, je change de bras. Je peux pas vous le dire. Les lanceurs d'alerte... sur la pollution, le réchauffement climatique, etc. Il remonte aux années presque 50. Alors, on va dire plutôt 60. Il y a déjà des gens qui, à cette époque, se sont rendus compte qu'on utilisait beaucoup trop vite les ressources de notre planète et qu'on était en train de faire n'importe quoi. Bon, on les a pas écoutés, hein, parce que bon, hein, la moula. Donc on les a pas écoutés. Certains sont morts, hein, depuis. Là, on est quand même en train tous de se dire qu'il va falloir changer les choses, mais le problème c'est que l'humain, comme beaucoup de primates, et comme beaucoup d'animaux, n'apprend que de ses erreurs, mais quand elles sont concrètes. Je sais pas moi, un petit bébé humain fout sa main sur le feu une fois, aïe aïe aïe, ça fait mal. En général, il y revient plus. C'est comme ça qu'on apprend, sauf que les effets de la pollution, finalement, on les subit pas encore. On n'a pas l'impression en tout cas de les subir, on les subit. Mais on s'en rend pas compte. Et du coup, tant que le quotidien continue à aller, tant que la voiture continue de rouler, tant qu'on peut aller en vacances, tant qu'on peut aller au supermarché acheter des trucs, on a l'impression que ça n'existe pas. Sauf que le jour où on se rendra compte qu'il y a plus de pétrole, il y a plus un tas de choses, on n'arrive plus à cultiver parce que les sols sont morts, enfin tout ça. Mais quand ça arrivera, là on va se dire, ah mince, il faudrait arrêter de faire des conneries. Pardon, hein, mais... Et oui, sauf que... il sera trop tard. Donc c'est ça qui est très insidieux, pernicieux. L'humain n'apprend que des erreurs concrètes. Et pour le moment, il y en a un paquet pour qui c'est encore trop... C'est pas encore assez concret pour eux dans leur vie, la pollution. Et c'est bien dommage. Parce que une fois que les choses seront faites, il sera trop tard. Donc, je suis certaine qu'à un moment, on va peut-être, je sais pas, j'espère cesser toute forme de pollution. Ça supposerait revenir à un état de civilisation beaucoup plus, on va dire modéré, beaucoup moins consomériste, beaucoup moins dans la consommation, quoi. Et là, tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, là, franchement, j'ai pas la réponse. Je pense qu'à un moment, on n'aura plus le choix, en fait. Tout simplement, on n'aura plus le choix. C'est pas Jojo, hein. On va pas finir sur une question comme ça, parce que non, quoi. Je sais toujours pas où je suis. Tiens, je vais regarder où je suis. Bon. Une autre question, parce que bon, voilà, c'était pas très joyeux. Alors, une autre question. Est-ce que c'est vrai que les grues, l'oiseau, ramènent des bébés? Ah non, alors pas les grues. Alors ni les grues, ni l'autre oiseau en question. Le coup des oiseaux qui ramènent des bébés, c'est pas des grues, cela dit c'est des échassiers aussi, je comprends la confusion. C'est des cigognes. Dans la tradition alsacienne, un peu germanique en général, les cigognes apporterait des bébés, les bébés aux parents, en fait. Alors, ça vient... Alors, je vais essayer de creuser dans mes souvenirs. Donc, c'est complètement alsacien. La cigogne est un oiseau dont l'aire de répartition géographique est principalement basée en Alsace. Il n'y en a pas qu'en Alsace, mais en tout cas dans ces régions-là. Donc, ça construit des grands nids en haut des cheminées et des toits, enfin sur les points hauts, quoi. Et c'est une tradition qui est pas si vieille, je crois qu'elle date du 18e ou 19e siècle, donc c'est pas non plus ancestral comme truc, comme histoire. Donc que les cigognes apporteraient des bébés aux parents. Non, c'est un carrefour encore, où est-ce que je vais?
Je vais là. Voilà, je vais... Oh là, attendez. Passage sportif. Il va falloir que je passe. Ça va les jeunes? C'est bien la vie? Vous êtes bien peinards dans votre canapé? Je crois que l'histoire c'était qu'il y avait une sorte de lac ou d'étang souterrain sous un bâtiment historique, je sais plus lequel, une cathédrale, un truc comme ça, gardé par un gnome. Me demandez pas ce qu'ils avaient fumé, hein. Gardé par un gnome qui sillonnait ce plan d'eau souterrain sur un bateau magique, enfin je me souviens plus, et qui venait y pêcher des sortes de fils d'or qui représentaient les âmes des nouveau-nés et qui les confiait aux cigognes, qui étaient des animaux très symboliques, enfin je sais plus pour quelle raison, c'est complètement foireux mon explication. Et donc il filait les âmes sous forme de fils d'or des petits bébés, et donc les cigognes les apportaient aux parents désireux d'avoir des enfants. Et je crois bien qu'il y avait une histoire à confirmer, mais je crois bien qu'il y avait une histoire que si on était désireux d'avoir des enfants et qu'on n'y arrivait pas, il fallait déposer des sucreries. C'est bien les Alsaciens ça. Il fallait déposer des sucreries sur les rebords de fenêtres pour faire plaisir aux cigognes, et comme ça les cigognes vous rapportaient un bébé, quoi. Donc, il n'y a aucun lien avec le comportement des cigognes en elles-mêmes, hein, ne portent pas leurs petits dans le bec, enfin si vous voulez, ça c'est pas du tout. C'est juste un délire humain et folklorique. Je creuserai un petit peu plus, peut-être je ferai une petite pause pour vous en dire davantage. Ouh. On tombe sur un truc, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que je suis en danger? Attendez. Regardez-moi cette cahute complètement taguée. Il y a l'abandon, il y a une zone de squat. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère qu'il n'y a personne là-dedans. Je trouve que je vais me faire égorger. Non, c'est juste une vieille baraque qui a été joliment décorée. Voilà, donc je passe sans demander mon reste. Alors, vu les ronces qu'il y a devant, à mon avis, c'est pas vraiment occupé. Oui, à ce stade des opérations, je ne sais toujours pas où je suis. Mais je m'éclate. Donc voilà pour l'histoire des cigognes et non pas des grues. Je vous mettrai deux images, une grue et une cigogne. Oui, ça se ressemble un peu, mais pas complètement quand même. La cigogne a un plumage tout à fait caractéristique et une couleur de bec tout à fait caractéristique. Voilà pour la réponse. J'en profite pour vous faire un petit point quand même de précision. Là, pour le coup, je risque de croiser du monde. Je suis sur une allée sablonneuse. Oui, j'ai retrouvé mon chemin. Personne à l'horizon, personne derrière. Bon, ça devrait aller, à moins que je me fasse faucher par un cycliste encore. Je l'ai déjà dit à des élèves, mais sachez qu'il y a quand même 8000 fois moins de risques de se faire agresser. Non, parce qu'en fait, je vous explique. Quand je dis aux gens que je fais des balades toute seule dans la forêt, voire que je dors toute seule dans la forêt, il y a plein de gens qui me disent « Quoi, mais t'es une fille, t'es toute seule, t'as pas peur de te faire agresser et tout ?» Bah en fait, la peur de l'agression en forêt, elle est médiévale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à cette époque-là que les brigands se planquaient en forêt. Hein. Maintenant, je peux vous dire que les bandits, c'est pas en forêt qu'ils se planquent. Hein. Et donc en fait, clairement, vous avez beaucoup plus à craindre en vous promenant la nuit dans une ville, dans un centre-ville à 2h du mat tout seul. Oui, là, vous risquez l'agression. Je vous jure que vraiment, en pleine nature, je vous dis pas que c'est zéro, mais c'est rarissime. Moi, je me sens pas du tout en danger dans la forêt. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre, mais statistiquement parlant, si vous voulez, y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Mais il y a encore cette peur instinctive. C'est comme les gens qui ont peur des araignées de base, parce qu'on leur a toujours expliqué que les araignées, les sorcières, les machins, je sais rien, moi. Bah, c'est un peu pareil. Donc là, je rebondis à ça par rapport à la maison taguée et tout. J'ai jamais fait de mauvaises rencontres, jamais. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai fait des balades. Hein. Des randos toute seule dans la pampa pendant plusieurs jours. Je n'ai rencontré soit personne,
soit que des gens soit neutres, soit hyper bienveillants. Donc faut essayer de se défaire un peu de cette crainte. Je vous jure, je me promène en forêt la nuit sans problème, je n'aurais aucune envie de me promener en banlieue la nuit ou même dans le centre-ville d'une grande ville toute seule. Là je me sentirais carrément plus en danger. Donc voilà, c'était pour vous dire que vous risquez pas grand chose, à part vous faire éventuellement bouffer par des insectes ou embêter par un sanglier. Allez, au pire vous risquez rien quoi. Voilà, c'était mon petit point soyons un petit peu terre à terre quoi. Voilà, je sais pas si je vais filmer une autre réponse. Toujours personne à l'horizon, mais personne. Qui voulez-vous qui m'agresse là? Un lapin de Garenne? Alors ça va qu'ils viennent, moi j'ai pas peur, allez viens. Bon, je suis suivie par un couple de retraités. Je pense qu'ils en veulent à ma vie. J'en profite pour répondre à une question. Bon, ils vont se demander ce que je fous, mais je m'en cogne. Alors, nouvelle question. Vous êtes prof depuis quand? Ah ben oui. Je suis prof depuis 2009. Donc ça remonte un peu, je vous laisse faire le calcul. Je suis prof depuis 2009. Et je suis à Pablo Picasso, je vous le dis parce que j'ai fait le calcul récemment. Je suis à Pablo Picasso depuis 7 ans maintenant. C'était Monsieur Fricache qui me disait « Ah, tu fais partie des vieilles maintenant !» Merci. Est-ce que j'ai le temps matériel d'en faire une de plus? Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Non, mais on va s'arrêter sur ça. Écoutez, si je vous reprends pas d'ici l'arrivée à la maison, eh bien je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, une bonne matinée, je sais pas. C'est une personne avec des chiens, est-ce que vous croyez que je vais me faire agresser par des chiens? Agressée par un labrador dans la forêt, elle meurt dans d'atroces souffrances. Bon, donc si je vous reprends pas, je vous dis à la prochaine. Bah à demain en fait. Enfin non mais ce sera peut-être pas monté d'ici ce soir. J'en sais rien. Bon bref, Marie arrête de parler, sérieux. Salut à la jeunesse. Un fou hyper agressif. Mon Dieu, je crains pour ma vie. Quelle blague. De retour. Ouais, j'ai retrouvé ma voiture. J'ai croisé une vieille dame dans la forêt. Genre, vous voyez les sorcières, les mamies et les sorcières dans les films de Miyazaki. Bon, enfin dans les dessins animés de Miyazaki, bah c'était pareil. Et elle était en sandales. Et elle m'a demandé, où est le cimetière, mademoiselle, avec une petite voix grésillarde, c'est comme ça, le cimetière. Et le cimetière est à l'autre bout de la forêt. Donc du coup, je me suis permise de lui répondre, ah ben, il est pas juste à côté. Le temps que vous y arriviez, à ce rythme-là, vous serez déjà morte. Peut-être que c'était pas très sympa. C'était trop bizarre. Bon, et ce que j'adore faire quand je rentre de balade, au lieu de ranger ma piole, comme vous pouvez voir l'étendue des dégâts, c'est aller sur le site Géoportail pour essayer de voir un peu le parcours que j'ai fait et les kilomètres. Donc aujourd'hui, c'était un total de, je sais pas, je l'afficherai parce que j'ai mal cliqué, voilà. C'est la petite tradition. Allez, à la prochaine.